Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur la génétique des populations. Dans la dernière vidéo, nous avons vu la loi Hardy-Weinberg et comment cette loi nous expliquait comment les fréquences alléliques demeurent les mêmes de génération en génération à l'intérieur d'une population qui répond à 5 caractéristiques assez particulières. La population est très grande, les individus s'accouplent 100% au hasard, il n'y a pas de mutation génétique, il n'y a pas de migration et il n'y a aucune sélection naturelle. Et si vous vous rappelez, ça c'était une population qu'on disait qui était en équilibre Hardy-Weinberg. Et bien sûr, une population qui est en équilibre Hardy-Weinberg, les fréquences alléliques ne changent pas. Pourquoi ils ne changent pas? Bien, on a essentiellement éliminé tous les principes qui peuvent faire changer la fréquence des allèles, alors c'est bien sûr qu'ils ne changeront pas. Dans cette vidéo, nous allons voir les populations hors la loi Hardy-Weinberg, c'est-à-dire les populations où la fréquence des allèles change, et donc la population est en évolution. Donc essentiellement, nous allons voir des principes qui vont aller à l'encontre de la loi Hardy-Weinberg, et autant qu'il y avait 5 principes dans la loi Hardy-Weinberg, il y a 5 principes qui vont pouvoir venir changer la fréquence des allèles, et vous avez deviné, ce sont des principes qui s'opposent directement à ces 5 ici. Alors tout d'abord, au lieu d'une population qui est très grande, on pourrait avoir des populations qui sont petites, ou qui sont autrement affectées par ce qu'on appelle la dérive génétique. Et ce n'est pas hors de l'ordinaire que dans les populations naturelles, les individus sélectionnent leurs partenaires reproducteurs. Bien sûr, dans les populations naturelles, il n'y a rien qui empêche les mutations génétiques. Tout comme dans une population naturelle, il y a parfois migration de certains individus, ce qui peut changer la fréquence allélique. Et finalement, on sait bien que la sélection naturelle est une théorie, mais qu'elle est supportée par plusieurs domaines de recherche scientifique contemporains. Donc, dans les populations naturelles, il y a de bonnes chances qu'il y ait sélection naturelle. Et voilà, nous avons maintenant les caractéristiques d'une population en déséquilibre Hardy-Weinberg ou une population en évolution. La population n'a pas besoin d'avoir les 5 caractéristiques que je viens de lister pour être en évolution. La minute qu'on en a une au minimum, on est en déséquilibre Hardy-Weinberg et donc la population est en train de changer. Alors commençons d'abord par donner quelques détails supplémentaires sur la mutation génétique. Bien sûr que la génétique contemporaine a démontré que les mutations génétiques sont des erreurs ou des modifications qui se sont produites sur l'ADN lui-même, que ce soit par délétion, duplication, inversion, translocation ou autre, nous avons des modifications au matériel génétique. Et ces modifications, dans les populations Hardy-Weinberg, où on parle de dominance complète, vous avez l'allèle grand A et l'allèle petit a, bien sûr, les mutations génétiques peuvent transformer un allèle en une autre forme. Donc, si nous avons des allèles grand A qui subissent la mutation, la fréquence de l'allèle grand A va diminuer, ce qui va indirectement faire augmenter la fréquence de l'allèle petit a. Donc, la minute que nous avons cette mutation génétique qui affecte notre allèle, nous avons une modification des fréquences alléliques et donc on brise la loi Hardy-Weinberg. Le prochain dans notre liste, c'est le flux génétique. Le flux génétique, comme on peut voir par l'image, c'est la migration d'individus. Alors ici, nous avons 2 populations. Appelons-les population 1 et population 2. Et disons que pour raison d'argument, nous avons dans population 1 100% des individus qui sont grand A. Bien, ça veut dire que la fréquence allélique P est 1 et Q est 0. Inversement, dans la population 2, disons que nous avons 100% petit a. Mais donc ça voudrait dire que la fréquence allélique P égale 0 et Q égale 1. Si nous avons, comme démontré dans l'image, un individu petit a qui migre pour quitter la population 2 et aller s'installer dans la population 1, soit qu'il est à la poursuite de nourriture ou peu importe la raison, il décide de migrer, il est un immigrant pour cette population et un émigrant pour cette population, il amène avec lui ces 2 petits a. On peut facilement voir ici qu'on va venir affecter la fréquence allélique de cette population. P ne sera plus égal à 1 et Q ne sera plus égal à 0. La fréquence allélique ici n'a pas changé dans l'exemple que j'ai démontré, mais si ça n'avait pas été 100% petit a, on aurait pu affecter la fréquence allélique des 2 populations. Alors, en bref, la migration d'individus avec leurs allèles peut assez facilement modifier le P et le Q, c'est-à-dire changer la fréquence des allèles, et donc la population serait en déséquilibre Hardy-Weinberg ou en évolution.
Allons-y avec le troisième dans notre liste, qui est l'accouplement non aléatoire, ou si tu préfères, l'accouplement sélectif. Ici, on a deux principes, soit la consanguinité, comme vu ici à gauche, ou phénotype préféré. Si on commence avec la consanguinité, comme démontré dans notre généalogie ici, nous avons des individus qui sont étroitement apparentés, cousins, cousines, frères, sœurs, oncles, tantes, peu importe, qui ont eu des descendants. Et on aurait tendance à penser en tant qu'humain que « ça c'est pas correct, c'est pas approprié », mais dans le monde naturel, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Et si ceci se fait, on favorise certains allèles plutôt que d'autres. Donc, par exemple, si on favorise le P, la fréquence de l'allèle P pourrait augmenter au fil des générations et donc la fréquence de Q va diminuer. Bien, la consanguinité va donc affecter la fréquence des allèles et briser l'équilibre Hardy-Weinberg. Pareillement, le phénotype préféré, ici j'ai mis le pan comme exemple, le pan mâle devant la femelle va ouvrir son grand panache de plumes colorées pour essayer d'impressionner la femelle ou indirectement lui démontrer qu'il a les meilleurs gènes. Elle va ensuite pouvoir sélectionner si c'est vraiment le mâle avec lequel elle veut s'accoupler ou est-ce qu'elle préférait s'accoupler avec un autre. Il n'y a pas juste le pan qui fait ceci, il y a une multitude de différentes espèces animales où le mâle doit se parader devant la femelle ou essayer d'impressionner la femelle d'une façon ou d'une autre et ensuite la femelle pourra peut-être que oui, peut-être que non, s'accoupler avec lui. Et dans ce cas-là, si ce mâle ici, avec les plus belles couleurs de plumes, est celui qui gagne le privilège de s'accoupler avec la femelle, ses allèles sont favorisés. Alors, dans ce cas ici, disons que c'est l'allèle petit a qui donne les plus belles plumes, bien, sa fréquence va augmenter au détriment de la fréquence de l'allèle grand A qui va de plus en plus disparaître au fil des générations, et donc on change la fréquence allélique et on brise la loi Hardy-Weinberg. Le patrimoine génétique de la population est en changement. On continue. Le prochain dans notre liste, c'est la dérive génétique. Le mot dérive veut dire s'éloigner de plus en plus de là où on était au départ. Donc, c'est indiqué dans le terme que la génétique est en train de changer. Donc ici, par définition, on parle de modification de la fréquence des allèles par des phénomènes qui sont non prévus, impossibles à déterminer d'avance et qui peuvent être purement dus au hasard. Alors, si on regarde ici l'explication, j'ai une certaine population de fleurs. Dans cette population de fleurs, nous avons un nombre égal d'individus rouges et un nombre égal d'individus turquoises. J'ai mis des petites étoiles à côté de certains. Ce sont nos vedettes, ce sont nos stars. Ce sont eux qui, pour raison X, Y ou Z, ont été capables de s'accoupler. C'est-à-dire que dans une population, pas tous les individus auront le privilège de faire continuer leur gène dans la génération suivante. Alors que ce soit à cause du vent qui a parsemé le pollen ou les insectes qui ont butiné dans seulement certaines fleurs plutôt que d'autres, ces principes qui sont au hasard ont fait en sorte que seulement ceux avec les étoiles se sont reproduits pour peupler la génération suivante. Bien, on remarque que, par hasard, ce sont les individus rouges qui ont été favorisés. Donc, l'allèle pour la couleur rouge est favorisé sur l'allèle pour la couleur turquoise. Et donc, dans la génération suivante, il est possible que ce soit une population majoritairement rouge, tandis qu'elle était moitié-moitié dans la génération d'avant. Si le processus continue pour la prochaine génération et seulement certains individus, dans ce cas ici, aux pétales rouges, se reproduisent, bien, on peut former une population qui est uniquement peuplée d'individus à pétales rouges. Évidemment, ceci sur 3 générations affecterait une petite population beaucoup plus rapidement qu'une grande population. Donc ça nous ramène à notre équilibre Hardy-Weinberg qui parle de population très grande. Ce phénomène sur une population d'1 million de fleurs, plutôt que 8, serait beaucoup plus lent et peut-être même imperceptible. Mais sur une petite population de 8 individus, on peut avoir dans l'espace de quelques générations une modification drastique du patrimoine génétique de la population et donc on a changé la fréquence des allèles. On a fait augmenter la fréquence d'un allèle, peut-être P encore une fois, et évidemment la fréquence de l'autre allèle a diminué. On a un pool génique qui change, on est en déséquilibre Hardy-Weinberg,
la population est en train d'évoluer. À l'intérieur de ce principe de dérive génétique, nous avons aussi deux phénomènes qui peuvent arriver. Nous avons ce qu'on appelle l'effet d'étranglement et l'effet fondateur. L'effet d'étranglement, très bien nommé, on a un étranglement de la population. Alors, nous avons ici la population initiale, avec un certain nombre d'individus rouges et un certain nombre, évidemment, plus petit d'individus turquoises. L'étranglement va se produire juste ici, puis par étranglement, on veut dire un désastre naturel, que ce soit une inondation, un feu de forêt, un tremblement de terre, une éruption volcanique, quelque chose d'aléatoire et imprévisible. Donc, on peut voir que ça rentre dans notre définition de dérive génétique. Ce désastre va détruire, tuer un grand nombre d'individus de la population de départ, mais on peut voir ici qu'il nous reste, à la fin de l'étranglement, 4 individus rouges et 4 individus turquoises. Si on combine avec ça le principe vu il y a quelques minutes, et que ce sont majoritairement les individus turquoises qui se reproduisent, bien, on peut avoir dans une génération ou 2 ou 3 ou 4 plus tard, une population finale qui est très différente de la population initiale, et donc la fréquence allélique ici, elle est très différente que la fréquence des allèles ici. Par exemple, ici, peut-être que P était plus grand que Q, tandis qu'ici, tout à coup, Q est devenu plus grand que P. La population est en déséquilibre Hardy-Weinberg et donc elle est en changement. L'effet fondateur, on a un principe qui se ressemble ici, mais n'a pas été établi de la même façon. Dans l'effet fondateur, nous avons une population initiale. J'ai pris la même que dans l'effet d'étranglement. Mais ce n'est pas un étranglement, c'est la fondation d'une nouvelle population. Alors, quelques individus vont fonder une nouvelle population. Difficile à s'imaginer avec des fleurs parce qu'ils ne peuvent pas migrer ou bouger. Mais disons que c'était des animaux. Ils vont se déplacer, ils vont aller s'installer ailleurs. Et encore ici, on a un hasard, quelque chose d'imprévisible, qui fait que les individus qui fondent la nouvelle population ne sont pas nécessairement représentatifs de la population initiale. Alors ici, on avait beaucoup plus de rouge que de turquoise. Là, ici, on a plus de turquoise que de rouge. Ces individus vont peupler la nouvelle population, qui ne sera pas nécessairement la même en termes de nombre ou en termes de fréquence allélique que la population initiale. Donc, encore une fois, ici, on avait peut-être une fréquence d'allèle dominant plus grande qu'une fréquence d'allèle récessif. Et une fois que l'effet fondateur a eu son rôle à jouer, nous avons maintenant peut-être une fréquence de l'allèle récessif qui est plus grande que la fréquence de l'allèle dominant. La population est en déséquilibre Hardy-Weinberg, elle est en changement. Notre dernier principe, c'est la sélection naturelle. Alors ici, je ne donnerai pas un cours intensif sur la sélection naturelle, ça c'est un sujet pour une autre vidéo, mais nous avons l'ancêtre de la girafe qui avait des coups plus courts et à l'aide de la sélection naturelle qui a favorisé les girafes à coups plus longs sur les girafes à coups plus courts, nous avons, dans l'espace de plusieurs générations, formé des populations de girafes à coups plus longs. Comment? Bien, en favorisant les girafes qui ont le cou plus long, on favorise des allèles par-dessus d'autres. Alors peut-être que l'allèle qui cause le cou plus long, c'est l'allèle grand A. La fréquence de l'allèle P va être favorisée pour donner des girafes à cou encore plus long. Tandis que l'allèle petit a, sa fréquence va diminuer au fur et à mesure qu'on favorise l'allèle grand A. Donc, cet avantage sélectif causé par un certain allèle va faire augmenter la fréquence de cet allèle, tandis que la fréquence de l'autre allèle va diminuer au fur et à mesure que ces individus ne sont pas choisis, ne se reproduisent pas et ne sont pas capables de transmettre leur allèle dans les générations suivantes. Alors que ce soit la dérive génétique, l'accouplement non aléatoire, les mutations génétiques, la migration ou la sélection naturelle, on est en train de modifier les fréquences alléliques et on est en train de changer le patrimoine génétique ou le pool génique de cette population qui n'est pas en équilibre Hardy-Weinberg. Donc ceci marque la fin de notre vidéo sur le déséquilibre Hardy-Weinberg. Bonne fin de journée.